Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de l'Agence internationale de l'énergie dans le cadre de notre programme de renforcement des capacités pour les statistiques et pour la modélisation énergétique. J'espère que tout le monde va bien. On est ravis de vous accueillir, mes collègues et moi-même, Tim et Marco, pour cette demi-journée où nous allons discuter de modélisation. Donc, au cours des deux précédentes demi-journées, nos collègues du Centre de données énergétiques de l'AIE vous ont présenté en détail les statistiques, la construction des bilans énergétiques, la construction d'indicateurs, en donnant aussi des éclaircissements sur des thématiques particulières, celle des prix, celle des émissions de CO2. Aujourd'hui et demain, on va plus se concentrer sur la modélisation. Les deux sujets sont évidemment très liés. On ne peut pas faire de modélisation si on ne dispose pas de statistiques et de données clés. Donc, il faut bien que les statisticiens et les modélisateurs ou les planificateurs se parlent et collaborent. Mais donc, aujourd'hui et demain, à travers 4 sessions, on va détailler la modélisation. Aujourd'hui, une première session d'introduction, on va essayer de couvrir l'ensemble du sujet en vous donnant des éléments vraiment d'ensemble et de couverture globale. Et sur la deuxième partie de l'heure, notamment avec Tim, qui est l'expert modélisateur sur les bâtiments et sur le secteur résidentiel, on va rentrer plus en détail de ce secteur-là de la demande, comme une illustration d'un des secteurs de la demande. Demain, on se concentrera au niveau de la transformation sur le secteur de l'électricité et en remontant plus en amont. Également, on fera une session sur l'offre et l'approvisionnement énergétique. Et donc, ce seront des sessions animées par Marco. Alors, j'attends encore une seconde pour m'assurer que tout le monde a bien pu se connecter. Oui, je vous demande une seconde. Je vais renvoyer le lien dans notre groupe pour s'assurer que tout le monde peut bien se connecter. Alors, je vous propose qu'on démarre et les retards de terre nous rejoindront en cours de route. Peut-être un mini tour de table avant que moi-même je commence la présentation. Marco, Tim, si vous voulez dire un mot avant de faire plus en détail vos présentations plus tard. Ok, bonjour, moi c'est Timothy Goodson. Je suis à l'Agence internationale d'énergie depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Donc, je m'occupe de modélisation du secteur du bâtiment ainsi que la modélisation de la demande électrique et la demande électrique à part horaire. Et donc, voilà, beaucoup de questions très intéressantes. Et donc, j'étais ravi l'année dernière de travailler beaucoup sur notre rapport sur l'Afrique et de changer un peu notre structure de modélisation pour bien pouvoir modéliser les particularités de la demande résidentielle et des bâtiments en général en Afrique. Donc, au plaisir de présenter ça plus tard aujourd'hui et d'échanger avec vous. Bonjour, je m'appelle Marco Baroni. J'ai travaillé 15 ans à l'AIE, surtout sur les statistiques et surtout sur la modélisation. Maintenant, je suis consultant pour l'AIE et pour d'autres et j'enseigne aussi un cours à l'Institut de sciences politiques à Paris. Et je suis ravi d'être là et de pouvoir discuter avec vous dans les prochaines heures.
Merci Marco, merci Tim. Alors, il nous manque encore quelques participants du Bénin. Je vous invite à contacter vos collègues hein, s'ils sont dans le bureau d'à côté pour leur dire que la réunion a bien commencé. Mais en tout cas, nous, on va débuter tout de suite le cours et ils nous rejoindront en cours de route. Alors, on va commencer tout de suite par un petit sondage, une petite question Menti. Maintenant, vous avez l'habitude. Alors, je vous partage la question. Est-ce que vous voyez bien mon écran Menti? Alors, le code à entrer sur l'application, donc www.menti.com, c'est 89 39 06 3. Et la question qu'on souhaitait vous poser pour vraiment débuter, c'est selon vous, à quoi servent les modèles énergétiques? Excusez-moi, je vois une petite faute d'orthographe. Modèle avec un S, évidemment. Donc voilà, on vous invite à soumettre vos idées. Ça peut être pour les politiques, ça peut être pour planifier, ça peut être pour anticiper. Voilà, on veut vraiment que vous jetiez un petit peu les premières idées qui vous viennent sur vraiment l'objectif des modèles énergétiques. Alors, on a des premières réponses. Je vous laisse quelques instants pour y répondre. Alors, il y a plusieurs termes qui reviennent, notamment planifier. Effectivement, la modélisation et la planification sont deux concepts tout à fait liés. Simulation, prévision, estimation, ce sont également des mots qui ont leur importance. On va un petit peu clarifier le vocabulaire là dans les premiers instants. Je vois également décision d'orientation. Tout à fait. Hein, la modélisation, ce n'est pas uniquement pour faire des calculs et pour essayer de poser dans des fichiers Excel des phénomènes très complexes. Le but final, c'est de pouvoir soutenir les décisions pour les orientations, notamment politiques. C'est évidemment l'objectif. Mais oui, planifier est bien le terme qui revient. Bon, j'attends une seconde de plus, voir s'il y a d'autres éléments, mais on a à peu près, je pense, les bons éléments de réponse. Alors, je reviens à la présentation. Marco, tu peux me confirmer qu'on a bien rebasculé sur les slides? Super, merci beaucoup. Alors, merci pour vos réponses sur ce Menti. Aujourd'hui, comme je vous disais, là, on commence avec, pour cette première heure et demie, un premier module plutôt introductif où on va voir les principes généraux, comment on construit des scénarios. Et ensuite, Marco va vous présenter la modélisation pour chaque sous-module, on va dire, du modèle, côté offre, puis côté demande. On illustrera cela avec des exercices. Et après une courte pause, la seconde session de la journée sera vraiment focalisée sur le secteur des bâtiments, donc un des sous-modules de la demande. Alors, on commence avec les principes généraux. Je vais assez rapidement, mais c'est juste pour qu'on soit sûr qu'on parte tous du même niveau et qu'on ait un socle un petit peu commun pour la suite. Le secteur de l'énergie. Vous en êtes tous convaincus puisque vous en êtes des professionnels, mais il est évidemment au cœur de nos sociétés, de nos activités, il irrigue nos sociétés. Et donc, c'est pour ça que la modélisation et le fait de faire des prévisions est une préoccupation essentielle pour les décideurs, qu'ils soient du monde énergétique ou pour les décideurs politiques en général. Un point important est que le secteur de l'énergie est interconnecté. Ce qui se passe dans un endroit ou dans un secteur a un impact sur d'autres régions du monde, sur d'autres secteurs.
Il n'y a pas d'îlot énergétique et donc quand on va modéliser, il faudra bien veiller à connecter l'ensemble des sujets. Alors, de ce fait, tous les acteurs du secteur de l'énergie ont à cœur de suivre les différentes activités, d'identifier des tendances, d'évaluer les tendances par rapport à leurs objectifs et de développer des actions et des décisions appropriées. Et c'est pour ça qu'on a besoin de modélisation. Un autre point de contexte important, vous en êtes très conscient, c'est que le secteur de l'énergie est extrêmement lié aux problématiques climatiques, des problématiques environnementales, et on ne peut pas s'attaquer aux problèmes du changement climatique sans s'attaquer à l'énergie. Enfin, dans le secteur de l'énergie, on pense aussi souvent aux solutions, aux technologies, aux différentes énergies, et il en existe de nombreuses, chacune avec leurs avantages, leurs inconvénients, leurs caractéristiques. Donc, quand on regarde le futur du secteur énergétique, il faut évaluer un petit peu les caractéristiques de chacune de ces options, notamment technologiques. Alors, la modélisation énergétique, à quoi sert-elle? En fait, elle va permettre d'avoir une approche vraiment holistique et compréhensive pour intégrer des déterminants clés du secteur de l'énergie. Elle va permettre d'explorer différents futurs possibles. Que se passe-t-il selon le prix du baril de pétrole? Que se passe-t-il selon l'évolution de la création de richesses et du PIB? Que se passe-t-il si des ruptures technologiques changent vraiment les consommations que l'on a et les appareils énergétiques que nous utilisons? Donc un certain nombre d'hypothèses qui vont avoir un impact et qu'on peut explorer en jouant sur ces sensibilités et ces incertitudes. Et enfin, la modélisation, elle va nous aider à comprendre comment les différentes options disponibles en termes de technologie et d'énergie peuvent répondre à nos demandes en énergie. Un point très important, c'est qu'il n'y a pas de modèle idéal. L'Agence internationale de l'énergie fait référence pour la planification, la modélisation énergétique. Cependant, on ne va pas, durant cette formation, vous dire voici le modèle parfait, c'est vraiment l'alpha et l'oméga de la modélisation. Non, en fait, un modèle, c'est un outil qui permet de répondre à une question spécifique sur un périmètre donné. Il y a différents outils, il y a différentes approches, chacune a ses avantages et ses inconvénients. Et à l'AIE, nous, notre approche est une approche technico-économique que je vais vous détailler dans un instant. Alors, on revient un petit peu sur le vocabulaire et avant de regarder en fait les différentes possibilités de modèles, il faut se poser la question, quelle est notre attitude vis-à-vis du futur? Alors, on peut avoir une approche qui est prophétique, dire ça, c'est ce qui va se passer dans tous les cas. Nous, ce n'est pas notre approche, hein, c'est plus là quelque chose de très boule de cristal. Nous, les deux autres approches qui vont nous intéresser, c'est une approche déductive, donc de dire essayer de prédire ce qui va se passer si un certain nombre d'hypothèses sont respectées, et c'est là où on bâtit des scénarios, où on fait des projections. Et d'autre part, une approche normative, où là, on prend l'exercice un petit peu à l'envers, et on dit, si on veut, en 2030, avoir atteint l'accès universel à l'électricité, que doit-il se passer pour atteindre cet objectif? Alors, on le disait, choisir le modèle énergétique, cela dépend des objectifs que l'on se fixe, du périmètre que l'on se donne, et on va partir avant tout de données historiques. Et c'est là où il y a vraiment un lien très fort avec ce dont on a discuté lundi et mardi avec nos collègues experts statisticiens, c'est que les données d'entrée sont essentielles. On ne peut pas se projeter, on ne peut pas simuler et planifier si on n'a pas une bonne compréhension de ce qui s'est passé historiquement. Une autre question à se poser pour établir le modèle, c'est quel est le périmètre, le champ, en termes de secteur, en termes de géographie, en termes de type d'énergie. Quelle est l'approche qu'on va utiliser? Je vais le détailler dans une seconde. Quelles caractéristiques on veut mettre dans le modèle? Ça peut être plus ou moins complexe. L'apprentissage technologique endogène, par exemple, c'est de dire imaginons que l'on déploie dans le secteur de l'électricité énormément de capacités solaires photovoltaïques. Plus on en déploie, plus les prix devraient baisser du fait d'économies d'échelle, et donc plus la technologie va être compétitive, et plus on pourra en déployer par rapport à d'autres technologies. Donc ça, ce sont des petits modules qu'on peut
créé dans le modèle pour accélérer en fait le déploiement d'une technologie au fur et à mesure qu'elle devient plus compétitive. Donc, c'est des boucles un petit peu rétroactives qu'on peut mettre en place, c'est des choses dont on peut tenir compte dans le modèle. Mais ce qui est vraiment clé, c'est de définir ce qui est exogène, donc extérieur, les hypothèses, les paramètres, et ce qui est endogène. Et généralement, la demande en énergie est endogène, c'est-à-dire que c'est le résultat de variables sur lesquelles on travaille et qu'on détermine à l'intérieur du modèle. Alors, quand il s'agit de projeter la demande en énergie, on a deux grands types d'approches. Excusez-moi. Alors, on a une approche à gauche qu'on appelle ingénieur ou ascendante, bottom-up en anglais, qui est une approche technique où là, on va plutôt partir de chaque sous-secteur du secteur de l'énergie et essayer de se baser sur des relations physiques et techniques. Par exemple, si on veut voir quelle est la demande en énergie dans le secteur du transport, eh bien, on regardera par chaque type de véhicule, l'un après l'autre, les camions, les voitures, la consommation de chaque moteur, le nombre de kilomètres effectués par chaque véhicule, et ainsi on va remonter pour savoir quelle est la demande en pétrole pour le secteur des transports. Donc c'est une approche qui repose sur des bases de données importantes. C'est une approche qui est assez complexe parce que très désagrégée, mais qui est extrêmement fiable et qui permet d'avoir des projections très intéressantes sur le moyen et le long terme. Une autre approche, à droite sur l'écran, c'est l'approche dite économétrique, plutôt descendante, où là, on va s'appuyer sur des grands indicateurs macroéconomiques, le PIB, le revenu des ménages, et on va essayer d'établir des relations. On dira par exemple, sur la base de l'ensemble des pays du monde, sur la base de l'ensemble des données historiques, on sait que quand le PIB est à tel niveau, la demande en pétrole pour le secteur des transports est à tel niveau. Donc, si l'un évolue, l'autre devrait suivre de telle manière. Donc, c'est plutôt en s'appuyant sur des relations existantes. C'est un exercice qui peut être beaucoup plus rapide, qui est beaucoup plus simple, qui sera peut-être moins précis, mais très approprié et très utile pour le court terme. Alors voilà, ça c'était en termes de méthodologie pour projeter la demande. Côté offre, on a également deux familles d'approches. L'une plutôt dite de l'optimisation et l'autre de la simulation. Alors côté optimisation, l'idée est de faire évoluer une fonction objectif sous contrainte. Par exemple, on veut minimiser les coûts pour l'utilisateur final, on veut s'assurer qu'on atteint 100% d'accès à l'électricité, on veut minimiser les émissions et voir du coup quel est le bouquet de centrales électriques que l'on doit développer. Et côté simulation, là l'idée c'est plutôt de voir comment le comportement des consommateurs et des producteurs réagit à des signaux, par exemple un signal prix. Si l'électricité est à tel prix, qu'est-ce que cela induit pour les producteurs, pour les consommateurs, de même si le baril de pétrole est à tel prix. Alors, si on essaie un petit peu de résumer cela en une seule diapositive, il faut bien garder en tête voilà, deux approches vis-à-vis du futur. Est-ce qu'on est en train de prévoir, donc je vous demande pardon. Est-on en train de prévoir, voir à quoi ressemble le futur si un certain nombre d'hypothèses sont respectées, ou bien de faire plutôt de la planification à voir quelle sera la trajectoire en fonction du résultat que l'on se donne. En termes de modélisation de la demande, a-t-on une approche ascendante, donc basée sur plutôt les analyses technologiques avec cette approche ingénieur désagrégée, ou bien a-t-on une approche descendante, plutôt en se basant sur des grandes relations établies avec des éléments économétriques,
le PIB en lien avec d'autres indicateurs du secteur de l'énergie. Il existe différents modèles. Le modèle qu'on va vous présenter en détail, celui de l'AIE, s'appelle le WEM, pour World Energy Model. Et il se situe plutôt à droite, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur la planification, sur une approche technico-économétrique. Alors, très rapidement, on va discuter un petit peu de la construction des scénarios. Et après, je passe la parole à Marco et je vais pouvoir gérer ma quinte de tout. Alors, les scénarios, pour cela, on va vous reposer à nouveau une question sur Menti. Alors, toujours en utilisant le même code, donc si vous n'avez pas fermé votre fenêtre Menti, elle devrait se rafraîchir. Là, ce qu'on vous propose, c'est de nous indiquer, selon vous, quels sont les principaux éléments à prendre en compte pour élaborer un modèle. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus important à prendre en compte quand on débute l'exercice de conception d'un modèle énergétique? Alors, on a une réponse pour cette personne. La disponibilité des données récentes n'est pas le plus important, alors que les 4 autres propositions le sont extrêmement. Alors, je vais laisser tout le monde répondre, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tous ces éléments sont importants. Peut-être si on devait en retenir un, c'est tout de même l'objectif du modèle. Et à nouveau, on insiste sur cette idée que le modèle est un outil donné qui va répondre à une question qu'on se fixe. Donc, quand on s'apprête à construire un modèle énergétique, voilà, il ne faut vraiment pas partir bille en tête. Il faut d'abord se poser et voir quelle est la question à laquelle on veut répondre. Voilà, je laisse le Menti ouvert pour ceux qui veulent continuer à répondre. Alors, on repart sur la construction des scénarios. Qu'est-ce que c'est que construire un scénario dans le cadre d'un exercice de modélisation? Eh bien, c'est définir une trajectoire. Et il est important que cette trajectoire, en fait, cette histoire qu'on va raconter, elle soit cohérente entre les politiques, les prix, le développement des technologies. On ne pourrait pas imaginer un scénario avec des éléments qui sont contradictoires ou qui ne sont pas possibles. Il faut vraiment avoir une vision d'ensemble et s'assurer que l'histoire qu'on raconte ait du sens et soit plausible. Alors, je m'arrête un petit peu pour vous présenter différents scénarios que l'AIE a l'occasion de produire. Alors, donc, chaque année, l'AIE produit le World Energy Outlook, qui est une des publications phares et qui donne un horizon à généralement 10, 20, 30 ans de l'évolution du secteur énergétique dans l'ensemble des domaines. On a généralement un scénario appelé des politiques actuelles qui reflètent vraiment les tendances actuelles. C'est ce qu'on appelle en anglais un business as usual. Si on continue sur la trajectoire
actuelle en termes de politique, en termes de technologie. Voilà où nous serons dans 20 ans, dans 30 ans. Un scénario politique annoncé qui en plus prend en compte les annonces des gouvernements. Par exemple, si j'illustre dans le cas du Bénin, le scénario politique actuel, on projetterait les récents déploiements d'énergie renouvelable, par exemple, dans le mix électrique. Dans le scénario politique annoncé, en plus, on irait regarder quels sont les objectifs que s'est fixé le Bénin et on évaluerait si elles nous semblent réalistes, si les moyens techniques financiers ont été mis en œuvre pour atteindre cet objectif et voir ainsi où est-ce que nous en serons dans 10 ans quand ces politiques annoncées aujourd'hui auront été mises en œuvre. On a également un scénario développement durable. Alors là, on passe dans la deuxième approche, plutôt l'approche normative, où on dit si en 2030, on veut avoir atteint l'accès universel à l'électricité et à la cuisson propre, si on veut être en phase avec les réductions d'émissions de CO2 pour nos objectifs climat qui ont été pris dans le cadre de l'accord de Paris, si on veut réduire la pollution de l'air, que doit-on faire année après année jusqu'en 2030, jusqu'en 2040 ? Donc ça, ce sont un peu les grandes familles de scénarios. Il y en a d'autres et beaucoup d'autres qu'on peut faire année après année et un petit peu au cas par cas. Il y en a un auquel on va se référer beaucoup dans ces formations, c'est l'Africa Case. C'est un scénario qu'on a fait pour l'Afrique, qui est un petit peu l'équivalent du scénario développement durable. On intègre des objectifs d'accès universel à l'électricité, à la cuisson. On intègre des objectifs de réduction de pollution de l'air, mais aussi ce scénario est basé sur l'ambition que les États africains se sont donnés dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine pour une croissance économique inclusive. Alors, voici un petit peu la représentation graphique du modèle qu'on utilise à l'AIE, le World Energy Model. Vous verrez cette diapositive plusieurs fois parce qu'on va s'appuyer dessus à chaque fois qu'on aborde une nouvelle partie. Mais très rapidement, je veux vous la présenter et mes collègues la détailleront. Alors, si on va de la droite vers la gauche, vous avez à droite les secteurs de la demande en énergie finale, l'industrie, le transport, avec sur la partie la plus à droite, les différentes variables qui vont déterminer cette demande. Dans le cadre de l'industrie, ce sera la production d'acier, la production de papier, etc. Dans le cadre du transport, ce seront des variables qui reflètent l'intensité du transport des passagers, du transport de marchandises. Donc là, on est vraiment sur la partie demande finale en service énergétique. Au milieu, on a la partie transformation. Donc, comment on va passer d'une énergie primaire à une énergie utile, telle que demandée par les différents sous-secteurs. Et c'est là qu'on retrouve notamment le secteur de l'électricité. Si on continue à remonter vers la gauche, on va donc pouvoir avoir cette demande en termes de demande en énergie primaire, avec les différentes énergies, les différents fuels que l'on connaît, les différentes sources renouvelables, par exemple. Et encore plus à gauche, c'est vraiment l'approvisionnement, l'offre, avec les productions de ces énergies, les importations, le commerce, qui va permettre de faire rentrer vraiment ces énergies dans le système. En haut du modèle, on a les éléments d'entrée, donc les politiques, les technologies, les déterminants socio-économiques. Et en sortie du modèle, ce sont les flèches oranges. On pourra déduire quels sont les flux énergétiques, quelles sont les émissions de CO2, quels sont les investissements nécessaires pour sous-tendre ce nouveau système énergétique. Très rapidement, je rappelle que faire de la modélisation, ça implique de prendre des hypothèses. Et pour ça, il faut vraiment s'appuyer sur différentes sources publiques, mais surtout, il faut avoir une approche très transparente pour rendre les hypothèses publiques, s'appuyer sur des publications connues d'universités, s'appuyer sur des recherches, s'appuyer sur ce que d'autres pays ont pu faire pour que le modèle soit vraiment robuste. Si chaque année l'AIE est vraiment très crédible et plébiscité
dans les rapports et les analyses que nous publions, c'est parce que nous soumettons nos analyses à un très grand réseau d'experts et donc elles sont effectivement très, très fiables, notamment les données sur les technologies, sur le coût des technologies, sur la capacité de les déployer. Là, c'est très important de discuter avec les experts qui font de la recherche et développement dans chacune des branches et des secteurs énergétiques. Alors, quelques exemples d'hypothèses exogènes, donc extérieures au modèle, sur lesquelles on va s'appuyer. Il y a tout d'abord les déterminants socio-économiques, la population, le PIB. Il y a les politiques, où là c'est très important de prendre en compte les objectifs politiques, les subventions éventuelles, les objectifs d'accès à l'énergie par exemple. Et ensuite, il y a les hypothèses technologiques, les coûts, l'efficacité de chaque technologie, leur rendement, le coût du capital aussi, associé à chaque technologie par exemple, et enfin le déploiement d'infrastructures. Une illustration pour dire qu'on ne prend pas les mêmes hypothèses selon le scénario que l'on fait. Là, on vous présente notre scénario développement durable où on vise l'accès universel à la cuisson propre et à l'électricité. On est sur des hypothèses de déploiement des technologies, de changement des comportements, de coûts qui sont radicalement différentes que celles qu'on verra dans des scénarios où l'on continue uniquement sur les politiques annoncées ou bien sur les tendances passées. Là, vous voyez dans le cas de l'Afrique subsaharienne en orange que pour ces deux indicateurs de l'ODD 7, il reste une décennie pour parcourir un chemin assez important pour atteindre cet accès universel. Voilà, je m'arrête là avec l'illustration sur les scénarios et je passe la parole à Marco pour rentrer plus dans le détail de la modélisation du secteur de l'offre. Merci beaucoup et Marco, je te laisse partager ton écran. Merci beaucoup Arnaud. Je vais essayer de le faire. Donc, je te demanderai si tu vois bien mon écran. Est-ce que tu peux voir la présentation? Alors, pas encore. Est-ce que... D'accord. Je crois que tu dois me donner la possibilité. Tu dis que l'animateur a désactivé le partage d'écran. Alors, tu peux réessayer? Oui, parfait. Ça marche. On est là. Et... Parfait. Tu peux voir la présentation? Oui, parfait. Et, je commence avec une autre question Menti, donc je repasse à Arnaud et je te demande si tu peux mettre le... là, c'était mieux de... Si tu peux reprendre juste pour la question Menti. Oui. Donc la question avec laquelle on va maintenant parler de la modélisation un peu plus en détail du secteur de l'offre du monde énergétique. Et bien sûr, les prix vont avoir un rôle très important. Donc, on voudrait vous demander si vous pouvez vous rendre encore sur menti.com, toujours avec le même code, de sélectionner selon vous, à quoi ça sert les prix de l'énergie dans les modèles, bien sûr. Donc, si à déterminer la portabilité pour les ménages, déterminer le commerce, les capacités de raffinage, à estimer le niveau d'investissement requis pour agir comme point d'équilibre entre offre et demande. On vous demande si vous pouvez donner votre avis. Parfait, ça a commencé. Merci.
On a déjà plusieurs réponses. Comme toujours, il n'y a pas vraiment de bonnes et mauvaises réponses parce que les prix servent à tous les réponses données. Il y a des parties plus importantes et moins importantes, mais quand même, c'est très important pour tous les éléments. On va laisser peut-être encore un instant, mais on voit bien comme l'avis est bien partagé entre l'estimation des investissements et le point d'équilibre offre et demande. Donc, pendant qu'on laisse encore un peu de temps pour répondre, je dirais de commencer à revenir. Je vois que le niveau d'investissement est très important et oui, là, on est déjà à cette réponse. On va bien sûr discuter en détail de ça un peu aujourd'hui et demain encore plus quand on verra plus en détail le secteur de l'offre. Arnaud, si tu peux, je répondrai avec la présentation. Merci beaucoup. Tu me dis si tu peux bien voir la présentation. Merci. Donc, la modélisation de l'offre, on disait, on revient sur la schématique, la figure qu'on a vue déjà en parlant de la partie de modélisation de l'offre. Bien sûr, avec cette interaction, et là on le voit bien, entre la demande et l'offre donnée par les prix des carburants fossiles. Aujourd'hui, on va parler surtout de prix de carburants fossiles sur la partie approvisionnement et donc offre. Il y a aussi un modèle pour la biomasse qu'on va laisser un peu à côté pour se concentrer un peu plus sur les modèles de carburants fossiles et de pétrole et gaz en particulier. Donc, les trajectoires de prix dans le WEN sont très importantes pour donner un niveau de balance entre offre et demande. Ça doit être des prix qui soient suffisants pour garantir les investissements dans les nouveaux champs de production pour pouvoir satisfaire la demande. Donc, la façon dont le modèle du WEM est construit, on va parler du WEM, mais en effet, ça s'applique à beaucoup d'autres modèles. Donc, on va dire WEM souvent, mais pour dire beaucoup de modèles. On va voir des différentes façons de procéder dans d'autres modèles éventuellement. Mais le WEM, c'est un modèle qui part de la demande, arrive à établir la demande de combustibles fossiles à partir d'un certain niveau de prix. Et puis, on va voir si on peut satisfaire cette demande avec ces prix. Donc, si les prix sont suffisants pour garantir les investissements nécessaires pour couvrir cette demande. Si ça, ce n'est pas suffisant, on augmente les prix pour, effectivement, on va avoir deux effets. On réduit la demande, car les prix vont être plus élevés, mais aussi on va stimuler des nouveaux investissements dans le champ de gaz qui autrement aurait été pas possible à... Quel est le résultat? Le résultat, c'est d'avoir des prix
moyenne qui garantit cet équilibre et le niveau d'investissement nécessaire, mais sont des prix moyens. Donc, il faut se souvenir toujours que le niveau est juste un niveau moyen et ça évite ça n'inclut pas toutes les variations qu'on voit dans les marchés le jour par jour. Donc, en effet, la réalité va être beaucoup plus volatile de la réalité dans le modèle comme le WEM. On pourrait bien sûr, Arnaud en avait parlé, construire des modèles qui vont regarder beaucoup plus en détail la variation de jour par jour des prix. Mais bien sûr, il faut construire le modèle d'une façon différente pour atteindre ce type d'objectifs dont on disait. Donc, il faut se souvenir de deux choses. D'un côté, les prix sont suffisants pour garantir les investissements. De l'autre côté, sont des prix moyens et donc ils ne prennent pas en compte la volatilité qu'on voit dans la réalité. Donc, par exemple, les récents prix négatifs qu'on a vus dans le marché du pétrole, par exemple. On voit bien l'illustration dans cette slide de ce dont je disais, avec des prix très différents selon les différents scénarios qu'on analyse. Ce sont les trois scénarios dont Arnaud avait parlé tout à l'heure. Et bien sûr, on voit les différents niveaux de prix qui reflètent effectivement les différents niveaux de demande et donc des politiques mises en place pour affecter cet équilibre offre et demande. Bien sûr, dans le cas du scénario développement durable, comme on voit là, on a la demande qui est la plus faible, qui effectivement atteint un pic de demande, pas d'offre, mais de demande, et commence à baisser. Et donc, les prix sont beaucoup plus faibles parce qu'on arrive à développer juste les champs qui sont les plus économiques, car sont les seuls rentables dans cette scénario. On parlait d'investissement et donc, bien sûr, il faut toujours garder à l'esprit le fait que la demande continue à varier dans une certaine façon, par exemple dans le scénario politique actuel, mais la production des champs existants diminue dans le temps. Donc, chaque année, il faudra avoir les investissements pour couvrir cette différence entre la demande et la production des champs existants. Donc, ça doit être, cette différence doit être comblée par des nouveaux investissements année par année. Et donc, chaque année, le modèle va déterminer la quantité de production qui est nécessaire. Donc, les champs doivent être développés pour pouvoir combler cette différence. Ça continue pour chaque année sur tout l'horizon de projection de notre modèle. Bien sûr, on va avoir puis une autre partie du modèle de l'offre. Aujourd'hui, on va aller un peu vite sur la partie de l'offre et du secteur des bâtiments
et sur le secteur de la production d'électricité, car on aura des présentations beaucoup plus en détail plus tard dans la matinée et demain matin. Mais un élément, on voulait vous présenter et vous rappeler à l'esprit qui est très important. Il y a toute la partie du modèle, donc les sous-modules de la production de pétrole, gaz, charbon, mais aussi, bien sûr, dans le cas du pétrole, il y a aussi la partie qui crée le lien entre la production de pétrole brut et la demande de produits raffinés. Et bien sûr, ça, c'est le secteur du raffinage. Et donc, comment les deux vont aller on va trouver la répartition mondiale entre les différentes régions et entre les différents produits et au niveau de la production dans les raffineries et dans le commerce international de ces produits. Comme je disais, on va en parler beaucoup plus en détail demain. On voudrait donc vous demander de revenir sur Monty et avant, je te demanderai de reprendre l'écran si tu peux. Tu peux le reprendre ou je dois te le donner? Je le prends? Parfait. Donc, on continue avec la prochaine étape, pardon, le partage de la confusion des langues, qui est la modélisation du secteur de la demande en énergie. Et donc, on revient comme pour la partie offre, à vous demander quel est, selon vous, le déterminant plus fort des tendances futures de la demande d'énergie, toujours sur menti.com, toujours avec le même code que vous pouvez voir en haut de l'écran. On commence déjà à avoir des réponses. Qui s'appuie surtout sur la croissance du PIB et de la population. On laisse encore un peu plus de temps pour les réponses. Comme on disait, il n'y a pas de mauvaise réponse, il y a des facteurs qui influencent plus les résultats du modèle. Et en effet, vous êtes en train de choisir les deux qui sont les plus importantes. Et entre la croissance du PIB et la croissance de la population, en effet, lequel est le plus important? La réponse est ça dépend du pays. L'accès à l'énergie, quand même, je vois, vient d'arriver et c'est très important. Mais entre le PIB et la population, je dirais que ça dépend beaucoup du pays qu'on est en train d'analyser. Par exemple, dans les pays en développement, la croissance de la population a une influence très forte. Bien sûr, dans les pays avec l'économie plus avancée, c'est moins fort. Mais on dirait qu'on est bien établi entre population et croissance du PIB. Avant, je te remercie et je vous remercie tous. C'est toujours, je vois que vous avez toujours les bonnes réponses. Donc, il faudra soit poser des questions plus difficiles, soit être très content de nos participants. Je reviens tout de suite à la présentation.
Je demande toujours, Arnaud, si tu peux voir les slides. Parfait, merci beaucoup. On continue avec la modélisation de la demande. Donc, on a commencé en regardant la modélisation de l'offre. On aurait pu commencer par la demande, mais en effet, comme on disait, c'est un boucle. Donc, il faut commencer quelque part. Bien sûr, on revient à l'idée que Arnaud disait, il n'y a pas d'îlot énergétique. Donc, c'est ça le point important et c'est pour ça que c'est une boucle entre les différents secteurs. Bien sûr, si on veut, on peut modéliser juste un secteur en utilisant des autres hypothèses, par exemple, pour la modélisation de l'offre, avoir des hypothèses sur la demande, mais avoir un modèle qui regarde tous les secteurs, tous les différents sources énergétiques, ça aide à comprendre les interactions beaucoup plus en détail. Donc, on va regarder pour la modélisation de la demande quelques points généraux, un peu plus en détail, l'industrie, les transports, les bâtiments, un peu moins en détail grâce à la présentation qu'on va avoir tout à l'heure, et le secteur de l'électricité, et on va terminer avec ça la première présentation de ce matin. Donc, on revient toujours au même graphique, juste pour pouvoir identifier où on est. Et bien sûr, on parle de la demande finale d'électricité pour l'instant. Et donc, le secteur d'industrie, transport, résidentiel service, on dit de bâtiments et de l'agriculture. On va puis parler du secteur de la transformation et en particulier de la production d'électricité. Et donc, on commence un petit peu, encore, on reprend le fait qu'on parle du modèle WEM, qui est un modèle bottom-up, donc ascendante, comme Arnaud le disait, avec des caractéristiques. On peut ajuster les caractéristiques. En effet, on doit ajuster les caractéristiques au modèle qu'on veut créer. Donc, si on veut créer, par exemple, le modèle du Bénin, bien sûr, les 25 régions du monde ne vont pas être aussi importantes, mais les différentes parties du pays pourraient, ou les pays avec lesquels on a du commerce. Donc, bien sûr, on disait la modélisation du OM comprend 25 régions du monde, la production d'électricité et de chaleur, les autres transformations et les secteurs finaux dont on vient de parler. Et pour faire cela, on doit avoir, on revient des fois sur des points, on les dit, on revient parce que ce sont très importants sur certains points qui nous sont à cœur, et c'est-à-dire la nécessité de données, qui bien sûr est vitale d'avoir des bonnes statistiques, mais les statistiques ne sont pas les seules entrées de modèles. Donc, il faut avoir d'autres éléments pour pouvoir créer des modélisations bottom-up. Et donc, on va puis avoir besoin d'hypothèses pour les différents secteurs de stock et la possibilité de calculer des nouvelles capacités de vente, la durée de vie des différents équipements, les coûts, les efficacités, sont tous des paramètres qui sont très importants pour la modélisation dont on parle. Si on regarde la structure générale, disons, des modules de demande finale d'énergie,
Et on va revenir plus en détail sur ça tout à l'heure, mais on voudrait bien parler bien de ceci. On parle des déterminants avec une analyse économétrique pour déterminer tous les éléments qui vont être utiles à calculer la demande en service énergétique, avec une analyse basée sur les coûts. On va trouver comment faire l'allocation des technologies par type d'énergie, par type de secteur et de sous-secteur. Et grâce au niveau des différentes efficacités, on va finalement calculer l'énergie finale de différents secteurs ou sous-secteurs dont on était en train de parler. Arnaud, je te demande juste un instant, est-ce qu'on a le temps de voir l'illustration en Excel ou pas? Je pense que ce serait utile, rapidement, si tu peux la montrer, Marco. En effet, je crois d'avoir seulement la version en anglais. Est-ce que tu as la version en français de ceci? Bon, peut-être qu'on continue. Dans tous les cas, je présenterai l'exercice à la fin. Et si on a plus de temps, peut-être qu'on peut revenir là-dessus. Je vérifie en... C'est parfait. Merci beaucoup. Donc, on parlait de l'analyse des secteurs finaux et donc surtout du secteur de l'industrie, du transport et des bâtiments. Bien sûr, les stratégies, l'analyse, les sous-secteurs, les technologies et le type d'énergie varient beaucoup. Et bien sûr aussi les stratégies et les différentes politiques qui peuvent avoir une influence dans les différents secteurs. Le but souvent du modèle, au moins de l'AIE, c'est de voir l'effet des politiques énergétiques et donc la possibilité de la prévision de pouvoir analyser l'effet des différentes politiques. Et donc, il faut toujours se souvenir que les différents secteurs vont avoir des différentes approches dont on va tout de suite aller regarder un peu plus en détail. Donc, quand on regarde les différents secteurs, on cherche à répondre à les questions suivantes. Bien sûr, quels sont les besoins futurs un nouveau équipement. Et donc, pour pouvoir faire cela, il faudra voir quel est le futur du service énergétique. Qu'est-ce que c'est un service énergétique? Par exemple, c'est dans le secteur du bâtiment, et Tim va revenir sur ça. C'est par exemple la nécessité d'illumination ou de chauffage ou de froid dans des bâtiments ou pour la cuisson, d'avoir le service énergétique approprié. Donc, l'une des questions va être combien d'équipements doivent être installés chaque année et combien, bien sûr, doivent être remplacés. Quel type donc de technologie va être choisi pour répondre à la demande pour les différents services énergétiques et quelle est l'influence des politiques d'efficacité énergétique? Ça, c'est l'une des questions clés qu'on peut aborder avec ces modèles, car on veut, si possible, avoir une estimation de quelle politique marche le mieux pour pouvoir les mettre plus en valeur
et estimer que certains politiques vont avoir des difficultés en plus à être mises en place. Souvent, quand on trouve des difficultés, c'est l'une des points forts des modèles, c'est exactement de faire ressortir des problématiques auxquelles on n'avait peut-être pas pensé et avec cette regarder et répondre à quelles sont les solutions à mettre en place pour pouvoir résoudre ces obstacles. Bien sûr, une des questions clés dont on parlait, on voudrait avoir la réponse, c'est quelle est la demande finale de l'électricité, pour quel type d'énergie, quelles sont les émissions de CO2, quels sont les investissements qui sont nécessaires à mettre en place pour les différentes technologies, pour les différents secteurs. Je m'arrête juste un instant avant de continuer avec le secteur de l'industrie, juste pour regarder s'il y a des questions, si vous voulez avoir des questions jusqu'à là, pour ne pas trop vous mettre, pour ne pas mettre trop d'informations tout ensemble et laisser juste un instant pour souffler. Je ne sais pas si on dit ça. Si, tout à fait. Alors, il y a une question de Salim Chitou. Est-ce que le modèle WEM peut être téléchargé? Alors, je réponds et tu complètes, Marco, hein, si tu veux. Mais, alors, à proprement parler, non. Le modèle WEM est en fait le fruit de plusieurs décennies de travail dans l'équipe AIE et donc il est extrêmement complexe. Il repose sur beaucoup de bases de données Excel, mais aussi sur un logiciel de modélisation spécifique qui s'appelle Vensim. Donc, je pense surtout qu'il ne serait pas vraiment approprié pour les besoins que pourrait avoir le Bénin ou un autre pays de la région sur la modélisation. Ce sur quoi on va plutôt essayer de travailler dans le cadre de ce programme de formation, c'est vraiment comprendre un peu les mécanismes, décortiquer la logique qu'il y a dans la modélisation et construire ensemble éventuellement avec Excel, puisque Excel permet déjà de faire beaucoup de choses, des premiers modules de modèles qui permettront d'avoir déjà des éléments de planification. Mais en tant que tel, le modèle WEM, on peut évidemment vous passer beaucoup plus d'informations sur sa méthodologie, sur comment il fonctionne, mais ce n'est pas un logiciel à proprement parler qu'on peut transférer tel quel. Tout à fait, je suis d'accord. Donc, je n'ai rien à ajouter, donc merci beaucoup, Arnaud. On revient donc, je vois questions, donc on revoit et on continue avec le secteur de l'industrie. Toujours à la même figure, même schématique, et on regarde donc l'industrie. On voit toujours dans la représentation de cette figure le secteur et les déterminants principaux du secteur, mais bien sûr, il faut garder à l'esprit qu'on parle de quelque chose qui est beaucoup plus complexe. C'est juste une indication pour voir les éléments principaux. Quand on parle du module de la demande pour l'industrie, il faut toujours se souvenir qu'il y a plusieurs sous-secteurs. Bien sûr, l'analyse, on revient toujours sur le même point. Je m'excuse de répéter c'est un point, toujours le même point, mais c'est très important, donc il faut vraiment qu'il soit bien clair. Les différents modèles diffèrent selon les différentes utilisations et les différents buts. Donc, bien sûr, les différents sous-secteurs, dans ce cas-là, vont être choisis selon le type d'industrie. Par exemple, il y a dans un certain pays, soit à l'instant où on part, soit
pour regarder où où on pense que l'industrie va se développer dans le pays. Donc, si l'industrie de produits chimiques et pétrochimiques n'est pas vraiment existante et n'est pas envisageable dans le pays, on va avoir même pas ce secteur où une modélisation beaucoup moins en détail de ce secteur. Quand, si par exemple il y a beaucoup plus sur le ciment, on va avoir donc une modélisation plus désagrégée sur le secteur qu'on veut regarder en détail et beaucoup moins agrégée dans les autres. Les variables d'activité, bien sûr, dépendent de ce secteur dont on est en train de regarder. Donc, bien sûr, la production d'aluminium pour l'aluminium ou d'acier pour le secteur de fer-acier et tout ensuite sont les variables d'activité les plus importantes avec la valeur ajoutée de chaque type d'industrie. Et puis, il y aura beaucoup d'autres éléments qui vont être importants. En remontant, je suis parti de la fin, toujours avec cet esprit de si on est en train de le construire, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Bien sûr, il y aura toujours vous pouvez voir, Arnaud, mon curseur qui bouge ou pas? Oui, merci. Excuse-moi, j'ai posé la question beaucoup trop tard. Et bien sûr, il faudra avoir, je disais, les différents variables d'entrée dont Arnaud parlait tout à l'heure, qui sont très importants. Bien sûr, tous les données historiques, encore là, le lien avec les bilans énergétiques et même beaucoup d'autres variables et informations. Bien sûr, le PIB, la population, on a parlé pendant la question entière, et aussi les prix de l'utilisation finale d'énergie. Or, ça, on pourrait en parler en soi-même pendant beaucoup de temps. Je vais juste la mentionner et puis on continuera. Les prix peuvent être soit exogènes, soit endogènes dans le modèle, et ça dépend beaucoup du type de modèle. Bien sûr, le plus raffiné, désagrégé est le modèle, le plus on essaie de mettre les prix endogènes dans le modèle pour pouvoir avoir l'effet des variations de prix. Donc, on disait tout à l'heure, dans le modèle d'offre, offre-demande, on a les prix internationaux de, par exemple, pétrole et gaz, et ça va être traduit dans les différents pays avec des prix d'utilisation finale, bien sûr, en incluant les prix de transport, les taxes et tous les impôts et tout ce qui a à inclure dans le prix d'utilisation finale. Ça va être très important, souvent pour éviter aussi des effets qu'on dit de rebond. J'espère le dire bien en français. Donc, si le prix baisse trop, de ne pas augmenter trop la demande et vice-versa. Mais c'est surtout sur cette côté-là. Quand on parle de modélisation du secteur de l'industrie, bien sûr, il faut regarder, tous les secteurs, mais on est en train de parler de l'industrie, avec quelles données on peut faire ça. Donc, une variable très importante, une analyse, une considération très importante qu'il faut faire en amont, c'est de regarder quel type de technologie on a à disposition, quel type de données pour les différentes technologies et les différentes énergies on a
on a disponible, on peut estimer suffisamment bien pour pouvoir faire les projections et les lier aux données d'activité dont on parlait, par exemple le temps de ciment et la valeur ajoutée de différents secteurs. Une chose à garder bien à l'esprit dans la modélisation, c'est toujours de faire attention quand on prend des hypothèses, que les hypothèses ne soient pas déterminantes pour la réponse. Donc, on fait toute la modélisation, c'est très complexe pour avoir des estimations. Si on prend des hypothèses trop fortes qui vont déterminer la réponse, bon, l'exercice ne va pas être le plus utile du monde. Il faut bien faire cette différence quand on prépare un modèle. Bien sûr, les efficacités dans tous les secteurs vont être très importantes, mais dans le secteur de l'industrie sont incroyablement importants. Surtout, comme vous pouvez voir, pour l'estimation de la consommation finale d'électricité dans le monde en 2014, ça, c'était l'importance de l'efficacité sur les systèmes, sur les moteurs, et donc on voit très bien l'importance des moteurs dans l'industrie et donc de l'efficacité et combien la demande finale peut être impactée par ça. On passe tout de suite au secteur de transport. Donc, bien sûr, avec les deux points principaux qui sont les deux points. En effet, je me suis arrêté parce que j'avais le doute. On a tout de suite, avant tout, une question Mehdi, donc je vais continuer tout à l'heure. Je demande. Parlons de prendre, merci beaucoup l'écran. Je vous demande à tous de revenir sur meti.com pour répondre à la question suivante. Toujours la même type de question. Donc, quel est, selon vous, quelles sont les variables les plus importantes pour la modélisation du secteur, pour le transport des passagers dans ce cas-là, entre les passagers kilomètres, le nombre de voitures, la distance moyenne parcourue et le nombre de passagers par véhicule. On a deux réponses. On attend un instant. On n'a pas de mauvaise réponse, mais ça dépend beaucoup de comment on construit son modèle. On revient toujours au même principe. Dans le modèle de l'AIE, le paramètre clé pour le transport de passagers est le passager kilomètre qui réunit ces deux aspects et les tonnes kilomètres pour le transport de biens. Bien sûr, ça dépend beaucoup comment le modèle est construit, mais comme on disait toujours, toutes les variables qui sont mentionnées sont très importantes.
importante. Le nombre de voitures et la distance moyenne parcourue sont bien sûr inclus dans la première variable. On revient à la présentation. Pardon, je te demande, merci, c'est très gentil. Et donc, on revient toujours sur le même type de schématique, avec cette fois, je pars à l'envers pour pouvoir un peu voir les deux façons. On a toujours le même type d'idée de schématisation avec comme entrée les prix finaux, les tendances historiques, le PIB et l'évolution dans le futur, ainsi que les tendances historiques et futures de la population. On estime les variables d'activité, comme on disait, passagers kilomètres et tonnes kilomètres sont les deux variables clés dans le transport des passagers et de biens, bien sûr, mais avec une grande différenciation pour les différents secteurs. Normalement, ceux-ci sont les différents secteurs qu'on considère. Donc, le transport routier, qui est le plus détaillé de loin. Les avions, les trains, les bateaux et les autres secteurs les autres moyens de transport. Revenons, pardon, j'avais dit bien, c'était marchandises, désolé. Pour revenir sur les deux paramètres clés dont on parlait, donc pour le transport routier, qui est, comme on disait, ce qui est le plus détaillé avec plus ou moins de détails de technologie, mais on peut arriver à des dizaines de différents types plusieurs dizaines de types de technologies de transport avec différentes efficacités, différentes sources énergétiques ou hybrides. Donc, on a les deux variables clés qui sont les passagers kilomètres et les tonnes kilomètres, qui gardent en compte le stock, la distance et soit l'occupation pour les passagers, soit le facteur de charge pour les marchandises. On regarde maintenant un peu les résultats. Pour mentionner deux points qui sont très importants selon nous. On parle beaucoup dans le monde d'augmentation de la flotte des véhicules électriques, mais souvent on oublie deux points qui sont très importants et qui peuvent être analysés par ces modèles. Le premier, c'est l'importance de l'efficacité des voitures appelées à combustion interne, donc qui marchent à essence et diesel. L'impact de l'efficacité de ces voitures, de tout le stock de véhicules et de toutes les voitures en moyenne est très important sur la consommation totale du secteur, et ça implique et ça a un effet au niveau mondial qui est beaucoup plus important. Si je me souviens bien, c'est 4 fois plus grand que l'introduction de véhicules électriques dans ce scénario qui est le scénario de politique actuelle. Et donc, on arrive à
avec une augmentation très forte du stock de voitures, à garder la consommation de pétrole un peu au niveau d'aujourd'hui. Mais, et ça c'est le deuxième point que je voulais mentionner, la variation c'est pas mais, et donc la variation de la demande globale de pétrole va être déterminée pas vraiment par le secteur de transport particulier et d'autres secteurs, mais surtout par le transport de marchandises, le secteur d'aviation et navigation et le secteur de produits pétrochimiques. Ça, c'est, je pense, un deuxième point très important à garder à l'esprit. Toujours, si l'efficacité de véhicules particuliers est bien suivent bien les politiques qui sont l'intention des politiques pour augmenter l'efficacité dans ce secteur. On voit là dans ce graphique les projections de l'AIE pour l'Africa Case, pour les voitures et les véhicules, pour plusieurs pays dans l'Afrique subsaharienne, dans le STEPS, excusez-moi, et bien sûr, combien il en faut en plus dans le scénario Africa Case, en voyant que, en effet, le nombre de véhicules par millier de personnes reste beaucoup plus faible que dans le reste des économies en voie de développement et dans le monde. On arrive au secteur de bâtiment pour conclure la demande des secteurs finaux. Je vais un peu parler un peu moins de cette partie, car on va en parler tout à l'heure. On disait, ça réunit le secteur résidentiel et des services. On regarde toujours le même type d'esprit, on garde toujours le même type d'esprit quand on regarde la structure. Donc, les données d'entrée, les variables d'activité qui changent selon le sous-secteur et les différents sous-secteurs qui encore, j'insiste, vont être plus ou moins détaillés selon les besoins de différents modèles, avec des résultats qui sont, pour pouvoir estimer à quoi ressemble le futur pour les différents bâtiments, bien sûr dans les différents modèles, et dans les différents scénarios, excusez-moi. Et donc, pour le scénario politique annoncé, ou dans le scénario développement durable, et Tim va nous parler bien en détail de ce point-là. Juste une mention qui est, je pense, très importante, et donc je voulais juste fixer un point, la croissance future du secteur du besoin de froid dans le continent et l'effet que l'efficacité peut avoir sur cette augmentation de demande de services énergétiques. Donc, l'effet que l'efficacité énergétique peut avoir une fois donné le même niveau de confort de services énergétiques sur la demande finale d'énergie. On conclut cette présentation d'aujourd'hui avec quelques mentions du secteur de l'électricité. Encore, je vais être un peu bref sur ça.
Je m'excuse, peut-être que vous avez allé d'autres questions, mais on va en parler beaucoup en détail demain. Donc, on veut juste fermer le boucle de différents secteurs dont on disait, en parlant d'un des secteurs de transformation, peut-être le plus grand, qui est le secteur de la production d'électricité. En se souvenant qu'il y a deux points clés qui sont très importants. Encore, le modèle peut être bien complexe ou plus simplifié, mais il y a toujours dans tous les modèles du secteur d'électricité deux points centraux qui sont comment on ajoute les nouvelles centrales pour la production d'électricité et comment on les fait marcher, comment on répartit l'utilisation des différentes centrales pour pouvoir à la fin satisfaire la demande. Avec un point qui est très important dans le cas de l'électricité, on va voir les différences demain. On peut stocker les combustibles fossiles, donc le pétrole, le gaz, le charbon, mais on ne peut pas vraiment stocker une grande quantité d'électricité et donc il faut la produire au même moment où la demande est présente. Donc, la production généralement varie en fonction des variations de la demande d'électricité. On va voir plus en détail tout ça demain. On voulait aussi un peu mentionner une partie très importante, encore on va en revenir demain, et c'est la partie des énergies renouvelables. Bien sûr, les énergies renouvelables ont toujours fait partie du mix énergétique. Dans le passé, beaucoup plus l'hydraulique. Dans le futur, déjà les 15 dernières années, et encore plus dans le futur, l'éolien et le solaire. Donc, la représentation dans les modèles, normalement, a changé, a évolué dans le temps, est devenue beaucoup plus sophistiquée et beaucoup plus adaptée aux besoins, avec certaines fois des besoins, comme on disait, de faire des analyses et donc des modèles spécifiques sur ça. Par exemple, en gardant des éléments qui sont spécifiques aux renouvelables, surtout avoir les bonnes données sur les différents potentiels pour les différentes sources et voir les impacts des restrictions de tout genre, marché, technologique, social, mais aussi voir de l'autre côté comment les politiques peuvent donner des subventions, des incitations financières pour stimuler l'ajout de capacité de différentes sources. Bien sûr, dans le cas de l'Afrique, surtout quand on parle de solaire et d'éolien, on a des ressources énormes, très bonnes en qualité et en quantité, et donc le coût qui est déjà a déjà baissé énormément dans les 15 dernières années, est encore plus faible grâce à ce niveau de bonne qualité des potentiels des ressources. Avec ça, je voudrais juste conclure, disons, on a vu un peu maintenant les différents secteurs finaux, un peu de la transformation. Bien sûr, ça donne, quand on ajoute les différents secteurs, toute la demande d'énergie primaire, surtout des combustibles fossiles qui vont être en balance avec l'offre et donc reboucler à travers les prix des carburants fossiles dont on avait parlé au tout début.
avec ça, je voudrais vous laisser. Je ne sais pas si j'ai trop parlé et si on a le temps de regarder l'exercice Excel. Arnaud, je te laisse la parole pour voir si, si on a le temps de regarder ça. Oui, merci beaucoup Marco pour ces présentations. Je vais rapidement présenter en effet l'exercice. Donc, on vous a envoyé par email un certain nombre d'exercices Excel. Là, je vais vous présenter rapidement les résultats. Donc, pour le premier exercice, l'idée, c'était vraiment de montrer un petit peu à quoi peut servir un outil et un modèle ultra simplifié en termes de comment l'utiliser, quels résultats il peut apporter. Donc, le sujet qu'on avait considéré, la question à laquelle on voulait répondre, dans cet exercice, c'est comment va évoluer la demande en pétrole pour le transport. On a fait beaucoup de simplifications. On avait imaginé qu'il n'y avait qu'un seul type de carburant, donc disons de l'essence, qu'un seul type de véhicule qui sont des véhicules pour passagers. On n'a pas inclus de camions. Donc on pourrait évidemment beaucoup détailler et sophistiquer ce petit Excel, mais l'idée c'était vraiment de vous montrer la dynamique. On avait des informations d'entrée, notamment des variables socio-économiques, la population. Attendez, je veux juste vérifier que vous voyez bien mon écran. Marco, tu peux me confirmer que vous voyez bien mon Excel? Oui, Oui. on voit bien. D'accord, merci beaucoup. On a donc les fameux données d'entrée, les indicateurs socio-économiques, la population, des informations sur le secteur, donc le parc de véhicules, des informations d'utilisation, la distance parcourue par chaque véhicule. Et si on remonte au niveau de l'offre d'énergie, on avait les importations de carburant et on a pris l'hypothèse qu'il y avait des raffineries dans le pays, donc les sorties de ces raffineries. Les premières questions avaient vocation à plutôt bien comprendre la réalité de ce secteur du transport et de la demande en pétrole pour le transport, notamment calculant l'indicateur passager-kilomètre dont Marco a parlé et qui en fait s'appuie sur les autres éléments discutés, donc la flotte de véhicules, la distance que parcourt chaque véhicule, le nombre de personnes dans chaque véhicule. Et connaissant cela et connaissant la demande totale en pétrole, on a pu en déduire quelle était la consommation moyenne de chaque véhicule. Et on arrivait en 2018 à peu près 11 litres pour 100 km. À partir de la question 3, là, on commençait, ayant des statistiques et des indicateurs solides et une bonne compréhension des données historiques, on peut commencer à se projeter et à regarder vers l'avenir. Et là, la question qu'on se posait, c'était comment va évoluer le parc et la flotte de véhicules à l'avenir si on prend certaines hypothèses, donc que chaque véhicule va rouler un peu plus chaque année, de 50 km, et que notre indicateur agrégé passager-kilomètre va aussi croître de 7% par an. Et donc, avec ces hypothèses, on obtient que d'ici 2030, la flotte de véhicules dans ce pays va doubler. Peut-être juste pour information, le pays, des hypothèses qu'on a prises, donc à peu près 16 millions d'habitants et 300 000 véhicules, il me semble que c'est quelque chose qui pourrait ressembler à la situation d'un pays comme le Tchad. J'avais regardé rapidement ces chiffres. Donc une flotte de véhicules qui double, quelle en sera la demande en pétrole de ce fait? Eh bien, on voit aussi que si la consommation de chaque véhicule diminue de 1% par an, et ça, donc, c'est une hypothèse d'efficacité énergétique sur l'efficacité des moteurs, sur l'évolution du parc total de véhicules. Il y a des vieux véhicules qui consomment beaucoup, qui vont être retirés du parc, et des véhicules plus modernes qui consomment moins, qui vont être ajoutés. Et donc, on a l'hypothèse que globalement, il y a une amélioration d'1% par an, et donc que la demande en pétrole double, elle aussi, d'ici à 2030. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de savoir quelles vont être les importations, sachant que le pays a tout de même une capacité de raffinage et produit des produits pétroliers pour répondre à une partie de la demande. Là aussi, on avait pris l'hypothèse que les raffineries arrivent à augmenter de 2% leur production chaque année.
Et donc, tout ce qui n'est pas produit, il faut l'importer. Et on en déduit à la question 6 la dépendance aux importations. Donc voilà, le fichier va vous être envoyé pour que vous ayez le détail des calculs. Ce que je voulais préciser avec vous, c'est qu'avec ce petit exercice, et je change d'onglet, en fait, on voit qu'on s'est basé sur des hypothèses, comment va évoluer tel ou tel paramètre. Par exemple, notre indicateur agrégé passager-kilomètre, on l'a fait augmenter de 7% par an. Pourquoi? Parce qu'on a regardé ce qui s'est passé sur les dernières années, et sur les 10 dernières années, en moyenne, la croissance annuelle était de 7%, mais on pourrait très bien le faire évoluer. Par ailleurs, on a pris l'hypothèse que chaque véhicule consommerait d'une année sur l'autre 1% de moins de carburant en moyenne, donc c'est notre hypothèse d'efficacité énergétique, si je puis dire. On pourrait imaginer qu'elle passe de 1% à 3%. De même, on pourrait imaginer que les raffineries augmentent chaque année non pas de 2%, mais de 4%. Et là, vous voyez peut-être sur la droite, la conséquence de ces deux changements, c'est que les importations de carburant, elles augmentent, mais la dépendance aux importations, elle reste stable. Dans la situation précédente, on était à peu près à 75% de dépendance aux importations. Avec ces petits changements qu'on vient de faire, la dépendance reste à 50%. Donc voilà, je m'arrête là. À nouveau, l'Excel vous est envoyé. L'objectif, c'était bien de vous montrer comment, avec un petit fichier Excel, on peut, en partant de besoins en énergie et en regardant par différents calculs, comment on peut commencer à faire des projections et comment, en fonction d'hypothèses, on peut avoir différents résultats. Ce que je vous propose, c'est qu'on réponde à quelques questions et qu'ensuite on fasse 5 minutes de pause avant d'attaquer la deuxième session de la matinée. Alors, je vois une première question justement sur l'exercice et sur l'hypothèse d'augmentation de 7% de notre indicateur agrégé passager-kilomètre. Comme je viens de vous le dire, 7%, en fait, ça a été le taux de croissance sur les 10 dernières années. Donc, on s'est basé sur cela et on s'est dit, ça va être la même chose dans les 10 prochaines années. Arnaud, juste pour ajouter quelque chose à cette hypothèse, dans la session prochaine, on va voir pour le secteur du bâtiment qu'il y a plusieurs méthodologies pour projeter cette demande en service. Et donc, soit on peut se baser sur le taux de croissance historique, sinon on peut se baser sur d'autres variables qui puissent peut-être nous donner une information plus précise sur l'évolution de cet indicateur. Donc, on verra ça dans l'heure qui vient. Oui, merci beaucoup, Tim, pour cette précision. Alors, vous avez la fonctionnalité Q&A pour poser vos questions. Sur si le modèle WEM peut être paramétré pour l'offre et la demande dans un pays donné. La réponse est en principe oui. La question, c'est d'avoir tous les différents éléments qui sont nécessaires. Des fois, c'est plus facile de créer un modèle simplifié plutôt que chercher à estimer tous les données d'input dont on nécessite pour le web. Je dirais, je te laisse rajouter sur la réponse, mais ça, c'est à ma connaissance.
Écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Je vous propose qu'on fasse la pause maintenant. On peut se donner un gros 5 minutes. Il est 44 à mon horloge. On peut se retrouver à 50 pour démarrer la deuxième partie avec Tim et rentrer plus dans le détail en illustrant un secteur de demande finale qui est le secteur des bâtiments. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent d'ici là, à les poser. On pourra bien sûr y répondre lors d'une deuxième session de questions-réponses. Merci et donc à dans 5 minutes.